Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, une nouvelle semaine qui commence et vous l'allez voir, une semaine qui sera absolument passionnante puisque sur ce plateau nous aurons aussi bien Arsène Lupin, nous aurons Papillon, nous parlerons de la bande à Bono et de la Bretagne et de beaucoup d'autres choses encore grâce à Bernard Thomas que vous allez apprendre à connaître tout de suite avant qu'il s'exprime grâce à Alex Descotes. Peut-être. Si, on va y arriver. Si, on va y arriver. Il faut être un peu fou ou alors avoir une petite idée derrière la tête pour renoncer au grand large et s'enfermer en plein jour devant un poste de télévision, surtout quand on est écrivain. Et pourtant, si Bernard Thomas écrit en regardant la télévision, c'est son métier au Canard enchaîné. Un métier qui lui laisse tout de même le temps de vivre sa Bretagne et d'écrire ses livres. Le dernier en date raconte l'histoire de cet anarchiste qui inspira le personnage d'Arsène Lupin, passa 23 ans au bagne et finit avant de se donner la mort par trouver l'amour dans les yeux d'une jeunesse de 50 ans sa cadette. Mais Bernard Thomas, c'est aussi l'homme de la fête, de la joie partagée. L'homme d'une croisade aussi, la croisade des enfants, celle que menèrent des hordes de gamins pour aller libérer Jérusalem, celle de ses propres enfants, Zouzou, l'accordéoniste, Gaël, le matheux, au pied marin, Yann, le ressuscité, et Yuna, la dernière, la petite star. Sans oublier Aude, la femme de Bernard. Aude, que Bernard rencontra alors qu'elle cherchait des trésors à la nuit tombée. Alors, bienvenue Bernard Thomas, bienvenue à Zigzag Café. Oui, bienvenue Bernard Thomas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ça va être l'occasion de passer une semaine ensemble très très riche et les téléspectateurs de Suisse Romande et de TV5 qui sont avec nous aussi vont tout de suite voir dans un instant pourquoi nous allons parler d'Arsène Lupin. Ça n'a pas vraiment de rapport avec vos activités, sinon une très très précise. Et puis l'anarchisme, l'anarchie qui sera le sujet du début de cette semaine. André Beuziguer est avec nous. André Beuziguer est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le souvenir d'un rebelle ». André Beuziguer est anarchiste, il s'est engagé toute sa vie et il aura l'occasion d'apporter un certain nombre de réflexions tout à l'heure à ce propos. Moi, je vous propose, vous savez, tous les matins à 9h-5, vous pouvez suivre les nouvelles aventures d'Arsène Lupin. Alors, c'est proposé par FR3, c'est sur la télévision suisse romande. Et puis, vous vous dites en regardant cela, bah mon Dieu, c'est amusant. Est-ce que ce personnage a véritablement existé? Est-ce qu'il s'est comporté de cette manière? D'où venait-il? Qui était-il? Eh bien, on va tenter de répondre à la question, mais on va d'abord se plonger dans cette ambiance. Et puis, ce sera le travail de Bernard Thomas de nous raconter la véritable histoire d'Arsène Lupin. Il y a du Lupin dans l'air. Parce que vous croyez qu'il opère aussi le dimanche? Surtout le dimanche. L'animal n'est pas syndiqué. On n'est pas venu pour rien. On se fait plaisir. Comment? À quoi sert la police? Mes rubis, mes émeraudes? Système de sécurité inopérant. Coffres ouverts sans résistance et petit Bristol pour signer son passage. C'est bien lui. Et c'est un coup de maître. Ah, Victor, vous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Lupin. Lupin.
Lupin, il vole, il braque, il casse, et c'est un fauve. Alors ça, c'est l'image cinéma, c'est l'image télévision. Comment vous le trouvez, cet Arsène Lupin? C'est très rigolo. Ouais. C'est très rigolo. D'ailleurs, Jacob en parlait d'Arsène Lupin lui-même. Il dit, à la fin de sa vie, on lui avait donné à lire Arsène Lupin. Il a découvert à 70 ans à peu près, c'est-à-dire vers 1950, et il disait, du point de vue romanesque, c'est très amusant à lire, mais alors du point de vue du réalisme, j'y crois pas du tout, ça tient pas la route. Alors, ce qu'on peut se dire d'entrée de jeu, c'est que vous publiez un ouvrage qui s'intitule « Les vies d'Alexandre Jacob » et que Alexandre Jacob, d'une certaine manière, a influencé Maurice Leblanc pour la création de ce personnage. Un petit peu, peut-être, sûrement même un petit peu. En tout cas, il y a une coïncidence troublante, c'est que Maurice Leblanc, jeune journaliste, a assisté au procès en assises de Jacob à Amiens, et que 3 mois plus tard, c'est 3 mois après ce procès, que sont parues les premières aventures d'Arsène Lupin qui s'intitulaient L'évasion d'Arsène Lupin. Et à ce moment-là, il y a une évolution d'Arsène Lupin. Au début, il est très cambrioleur et peu de gentleman, et puis à mesure que les années passent, il va devenir de plus en plus de gentleman, de plus en plus aristocrate, et de plus en plus même, on peut dire, patriote, puisqu'il rachète, il négocie l'Alsace-Lorraine avec le Kaiser, et il défend la France, il s'engage à la Légion. Enfin, c'est vraiment un personnage qui n'a plus rien à voir là avec Jacob à l'origine. Mais il est né quand même probablement de ce, et même très certainement on peut dire de ce personnage inouï qui a été Jacob. Alors vous allez nous raconter là, parce que les téléspectateurs, Alexandre Jacob, ça ne représente pas pour l'instant, s'ils ne vous ont pas lu, grand-chose. Et pourtant, c'est un personnage extraordinaire dont vous direz en sous-titre qu'il a eu des vies d'abord, mousse, voleur, anarchiste et bagnard. Nous allons donc vous raconter l'histoire d'un mousse, d'un voleur, d'un anarchiste, d'un bagnard, qui est une histoire réelle, vraie. Maurice Jacob, c'est intéressant ça, hein, Maurice Jacob. Il serait content de m'entendre. Alexandre Jacob est né dans quel milieu? Il est né dans un petit milieu marseillais. Sa maman était boulangère, le papa avait été boulanger à bord des messageries maritimes et puis était tombé dans l'alcool, dans le pastis. C'est en 1879. 1879, il naît là, il fait des études, d'ailleurs sa maman l'inscrit aux écoles chrétiennes. Est-ce qu'on peut peut-être dire juste avant, parce que vous avez parlé du père et de la mère, on va voir qu'ils vont tous les deux, à leur manière, avoir un rôle considérable dans l'itinéraire extraordinaire d'Alexandre Jacob. Mais son père s'adonne à l'alcool, vous venez de le dire, mais il s'adonne à l'alcool parce qu'au fond, à un moment, on lui a passé un marché, lui, il rêvait d'être marin, et puis on lui a dit non, alors si tu veux épouser la personne que tu souhaites avoir à tes côtés, alors il faut que tu renonces à ça, que tu deviennes un commerçant. Oui, c'est ça. Oui, il s'est senti frustré et puis castré, même, on peut dire. Et cet homme s'est réfugié dans l'alcool. Mais c'était pas un méchant bougre, d'ailleurs, apparemment. Mais le gosse Jacob, les études ne lui suffisaient pas, visiblement. Il avait envie d'autre chose, il avait envie de voyage. Puis alors, comprenez, ils habitent le vieux quartier de Marseille, au bord du port. Et quand il sort de l'école, il descend tout de suite voir les bateaux. Et il ne rêve que de bateaux. Puis il commence à lire. C'est l'époque où il lit. Alors, il lit Jules Verne. Sa maman lui a acheté Jules Verne, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Et à 12 ans, le hasard des choses fait qu'il aide à porter ses bagages à un officier de marine qui s'appelle Monsieur Martineau, qui joue un grand rôle qui aura joué un grand rôle dans le début de sa vie. Et puis c'est une simple conversation au fond. Il porte les bagages et il converse avec le capitaine Martineau, lequel prend en considération les questions posées par le petit Alexandre Jacob de 12 ans. Il parle de quoi au fond pendant cette conversation? De bateau. Monsieur, est-ce que je pourrais... qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie d'aller en mer. Et l'autre lui dit, viens me voir au bureau, passe me voir, je suis capitaine d'armement. Et après ça, le petit Alexandre rentre à la maison. Il en parle à son père? En parle à son père, qui est très fier, lui, alors, de voir son gosse suivre le chemin que lui-même a suivi. La maman sanglote, trépigne, furieuse, évidemment, voir
son enfant partir en mer, c'est jamais très, très plaisant. À 12 ans. Et puis finalement, il gagne le morceau et il obtient de s'embarquer. Est-ce qu'on peut préciser quand même que pendant son enfance, il a vu son père devenir violent par rapport à sa mère et que d'une certaine manière, il va chercher à fuir cette situation-là, qui est difficile pour lui? Oui, il y a très certainement de ça. Il ne veut plus assister aux querelles et même à la manière dont le papa tabasse la maman dans les moments où il ne se contrôle plus. Il y a certainement de ça. Mais enfin, jusque-là, et même pendant encore très longtemps, on peut dire que sa conduite n'est pas du tout celle d'un illégaliste ni d'un rebelle. C'est pas un petit enfant rebelle, c'est un enfant qui a envie de partir en mer. Qui n'en a pas eu envie, surtout parmi les gens qui ont habité tout petit un grand port comme ça. Mais alors dites-moi, ça fait rêver, hein. Il a 12 ans, il a envie d'être mousse, et puis dans notre imagerie, on se dit le mousse, c'est celui qui est chouchouté par l'équipage, il a une petite place à part, surtout s'il est aussi jeune. Et puis ce que vous racontez, c'est ce qu'il raconte, surtout lui, c'est absolument sinistre. C'est abominable. En fait, la condition des mousses à cette époque-là, jusqu'à relativement récemment, était horrible. C'était vraiment les grouillots de l'équipage, sans compter les sévices sexuels dont ils étaient menacés et qui parfois, même très souvent, allaient jusqu'au bout. Et le petit Jacob a vraiment vécu une vie d'enfer, au point qu'il a fini par déserter, par quitter le bord, ne pouvant pas faire autrement, sinon il était violé, bon, alors il fiche le camp. Mais là, juste avant, hein, parce que c'est vraiment un épisode de sa vie qui est très très intéressant. Bon, vous nous racontez, à travers les souvenirs et les démarches que vous avez faites autour d'Alexandre Jacob, vous nous racontez la condition de l'époque. Et on est juste, bon, ça fait 1890 à peu près, hein. Oui. Et on voit à un moment où vous expliquez que le petit mousse effaré, on le met dans la cale, on ferme la cale, parce que tout d'un coup se prépare une opération assez inouïe. Ah mais ça c'est après. Ça c'est après sa désertion. Il déserte en Australie. Il se retrouve à La Rochelle, il se trouve clochard, petit clochard, jeune mendiant, et on réussit à lui trouver un petit boulot comme gardien de phoque au zoo de Sydney. C'était son premier boulot, je crois, bizarre. Et puis il trouve un embarquement sur une baleinière, et c'est là que ça se produit. Alors racontez. Une baleinière tenue par des espèces de colosses. Bon, alors lui, il croit qu'il va à la pêche ou qu'il va faire du transport de quelque chose. Puis à un moment, on lui dit va chercher quelque chose à la cale, il va à la cale, il descend et on referme les écoutilles sur lui et il entend des bruits de coups de feu. Puis au moment où on le libère, il voit qu'il y a un bateau à côté en train de couler, qu'il y a des cadavres partout. En fait, il avait embarqué sans le savoir sur un bateau pirate. De drôle d'expérience. Là, il a, disons, 14 ans à peu près, 14 ans. Donc déjà un petit gosse né à Marseille, 12 ans et demi, il a déjà fait 2-3 fois le tour du monde à 14 ans, il a été gardien de phoque, il a été pirate, c'est quand même pas si fréquent que ça. Bien sûr, il va fuir tout de suite cet équipage-là. Il fiche le camp, il est épouvanté, ça lui plaît pas du tout, le sang ne lui a jamais plu. Il a de la chance d'ailleurs, puisque l'équipage sera arrêté 15 jours après. Oui, et puis l'équipage aurait pu le tuer, il s'en est bien sorti, il a eu de la veine, comme toute sa vie durant d'ailleurs. Et il le réembarque sur un bateau français, mais là, comme il a déserté, il passe devant le tribunal maritime. Et puis le capitaine Martineau intervient. Enfin, il y a des indulgences. La maman vient sangloter. Mon petit, il est tellement mignon, faut pas lui faire de misère. Alors bon, et il réembarque avec cette fois-ci, il est un adolescent complet maintenant. Et son idée, c'est de passer les grades successifs et de devenir un jour capitaine au long cours. Voilà, son rêve, c'est d'être comme un capitaine de 15 ans, le livre de Jules Verne, de faire sa carrière dans la marine, d'être un navigateur, peut-être un explorateur, enfin tout ce dont on peut rêver. Alors, il a son certificat d'études, il a arrêté après parce qu'il aurait pu continuer, il était intelligent, mais en famille on a décidé que ce ne serait pas comme ça. Et il va se jeter dans les études pour devenir capitaine avec une assiduité incroyable. Incroyable. Alors il devient déjà timonier, ce qui est déjà maître... Enfin, je ne crois pas qu'il soit maître timonier, je sais pas très bien. Enfin, en tout cas, il devient... C'est lui qui tient la roue du bateau, c'est important. Et quand il a fini son boulot, il se plonge dans les études d'hydrographie, de courant, de marée, de météo, etc., de façon à pouvoir passer son brevet. Et il travaille tellement
et qui finit par tomber malade. Sa santé n'y résiste pas, parce qu'il ne dort pas, il ne descend pas aux escales à terre, aller courir les filles, ça ne l'intéresse pas, il ne descend pas... Il n'est pas très bien vu de l'équipage, d'ailleurs, on trouve qu'il travaille trop, oui, qu'il ne participe pas aux beuveries. Voilà, il ne boit pas, il ne se débauche pas, il ne va pas courir les filles... Donc c'est un garçon qui est mal vu. Cependant, il est malgré tout respecté parce qu'il ne dénonce jamais à la mestrance, comme on dit, personne. Donc il a une conduite tout à fait réglo, comme on disait à l'époque. Il observe beaucoup. Hein. Par exemple, il y a des escales en Afrique, puis il regarde, il s'était dit l'Afrique, j'en ai rêvé, ça doit être un dépaysement incroyable et c'est d'une profonde tristesse. C'est abominable, c'est-à-dire que chaque fois il a le regard juste, qu'est-ce qu'il voit, le colonialisme. Le colonialisme que décrira Simenon quelques années plus tard, vers 1920-1930, et qui est vraiment celui grotesque et grossier à la fois de ces seigneurs, de ces potentats blancs locaux avec des badines qui fouettent les petits négrillons, enfin, etc. Et vraiment, il a une vision du monde, déjà à 15-16 ans, qui est pessimiste. C'est un condensé de fripouille et de gredin, déjà. Voilà à peu près ce qu'il pense. Il n'est pas extrêmement optimiste sur la race humaine. Alors le fait qu'il rentre malade, qu'il doive renoncer parce que le médecin a appelé à son chevet et dit « écoutez, il va s'en sortir, mais c'en est fini de la marine », ça va être un très grand choc dans sa vie. Ah, c'est le grand tournant de sa vie, ça. C'est le grand tournant. Bon, il survit, ce qui n'était pas évident. Il restera toute sa vie malade, ce qui rend encore plus invraisemblable. Il a des fièvres. Hein. Il a des fièvres qui reviendront sans arrêt. Moi, je pense qu'il avait une tuberculose latente qui revenait de temps en temps, ce qui fait on peut encore moins comprendre comment il aura pu survivre à 25 ans de bagne après, longtemps plus tard. Mais c'est un bonhomme fragile, maigrichu. C'est pas du tout, faut pas imaginer un colosse. C'est un petit bonhomme. Et puis là, papa, maman n'ont pas progressé dans la fortune. Ils ont toujours une petite boulangerie qui s'est transformée en épicerie. Alors ils cherchent du boulot, puis le boulot, ils le trouvent dans une imprimerie. Et à l'imprimerie, c'est en somme à la fois merveilleux et une catastrophe, parce que toutes les imprimeries, vous le savez, ont toujours été des concentrés de jus d'anarchistes. Il y a des anarchistes partout. Parce que, pour une raison très simple, c'est que c'est l'endroit où les ouvriers, les prolétaires, peuvent apprendre à lire et à écrire. Donc, pratiquement tous les anards sont dans ce métier-là, hein, il n'y a pas de problème. Alors, il entre là-dedans et on lui donne à lire les mauvais livres, comme on dit dans les... Il avait commencé par Victor Hugo. Ah, il avait commencé par Victor Hugo, qui jouera un rôle très important dans sa vie par la suite, parce que lorsqu'il décidera de ne cambrioler que les parasites décrits par Victor Hugo, qui sont, ben oui, c'est comme ça, le prêtre, le juge et le soldat, mais pas le soldat de base, le général, donc l'archevêque, et le juge suprême, celui qui est fils de famille. À l'époque, on pouvait guère être magistrat en étant pauvre de naissance. Voilà. Ça a un petit peu des relents, non seulement de Hugo, mais de Brassens presque. Hein. Oui, mais oui, tout à fait. C'est bien sûr, parce qu'il faut se remettre dans le climat de l'époque. En effet, ça fait penser beaucoup aux chansons du Brave Georges. Alors, il lit Bakounine, il lit Kropotkin, et puis il lit les petites brochures qu'à cette époque-là, on distribuait à toutes les soirées familiales dans les grandes brasseries, la brasserie de Noailles, la brasserie Fleury à Marseille, sur les quais. Alors, il y en a qui ont des titres formidables. Les crimes de Dieu. Alors, par exemple, il y a marqué, décrit les crimes de Dieu. Dieu est passé au banc des accusés, et puis vraiment, il ne survivra pas. Là, ça va. Et puis alors, on passe aux travaux manuels. Ouais, alors, il y a des brochures que j'ai eues entre les mains, dans lesquelles on vous raconte comment fabriquer une bombe. Faut pas exagérer, hein, c'est une bombinette de quoi détruire des urnes électorales. Ça, il l'a fait. Ouais. Ça, c'est une des opérations qu'il va commencer à mener là. Un jour, il décide d'intervenir dans une élection. Et oui, comment fait-il? Il a fait deux énormes choses à cette époque-là. Il a brûlé les urnes électorales une fois, et une autre fois, il a jeté des boules pionnes dans une église. Vous voyez à quel point c'était un grand criminel à ce moment-là. Hein. Mais quand même, il se fait remarquer parce qu'il est à toutes les réunions, il est très attentif, il prend la parole.
Alors, du coup, la brigade anti-anarchiste commence à le surveiller. Et elle fait avec lui ce qu'elle a fait tout le temps, c'est-à-dire une petite provocation. Très joli, très classique, mon Dieu, c'est vrai. Un bon copain lui dit, tiens, tu pourrais pas me garder ce petit paquet là cette nuit? Écoute, je rentre pas chez moi ce soir, je te le reprends demain. Mais oui, répond Alexandre. Alexandre part avec le petit paquet, le met sur l'étagère, et le lendemain à 6h à l'heure du laitier, les gendarmes arrivent, enfoncent la porte, vont droit au petit sac, et dedans il y a de la poudre verte, enfin de quoi fabriquer un cocktail Molotov. Et là, il se retrouve avec ses premiers ennuis. Il est fiché. Là, voilà. Alors cette fois-ci, le premier pas est franchi vers, non pas l'illégalisme tout de suite, mais disons vers quelque chose qui va devenir une dérive. Parce que lui soit fiché, bon, c'est pas très grave. Sauf que chaque fois qu'il recherche un nouveau métier, chaque fois, les gendarmes arrivent. Ça, c'est peut-être juste une petite parenthèse par rapport à ça et par rapport à votre démarche. Parce que si vous avez publié Ces vies d'Alexandre Jacob, qu'on va apprendre à connaître en tout cas aujourd'hui et demain, c'est qu'à un moment, vous avez pu avoir accès au dossier d'Alexandre Jacob. Et ce qui est la première indication qui est intéressante aussi pour nous, c'est de se dire que dès ce moment, dès le moment où il a le contact avec les milieux anarchistes, il va être contrôlé par la police. Oui. Et ce qui frappe dans un système de contrôle qui n'est pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, lorsque vous avez le dossier en main, vous apercevez que pratiquement chaque jour, on sait tout ce qu'il fait avec une énorme précision. Oui, sauf évidemment les cambriolages qu'il va faire, ça il n'était pas au courant, il ne pouvait pas prévoir. Mais le système policier, le système des filatures, des recoupements, des analyses, des enquêtes, est fait avec une minutie qu'on ne soupçonne pas. On est en 1900 là. On est en 1900, j'en avais froid dans le dos. Il n'y avait pas encore les écoutes téléphoniques, il n'y avait pas les moyens sophistiqués dont on peut disposer maintenant. Mais qu'est-ce que c'était bien fait! Mais c'est un gamin, on aurait pu se dire, bon, finalement... Oui, mais enfin, il se méfiait de tout le monde, de tous ceux qui participaient, qui n'étaient pas bien dans le rang, étaient suspects et donc surveillés d'extrêmement près. La police était remarquablement bien faite. Sa limite à la police, évidemment, c'est qu'il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de radio. Donc, ce qui était vrai à Marseille, la police de Marseille savait ce qui se passait là, mais à Lyon, on ne savait pas. Donc, c'est là-dessus que par la suite, il va jouer ça, sur la mobilité. Mais à Marseille, lui, il se retrouve repéré. Bon, et alors, le drame de sa vie, c'est qu'on commence à embêter maman. Alors là, ça vraiment, il ne supporte pas du tout. Les gendarmes commencent les perquisitions dans la petite boulangerie, sous aucun prétexte d'ailleurs, comme si maman Jacob, à cette époque-là, allait cacher quoi que ce soit chez elle. Bon, ce qui fait que la clientèle s'enfuit, et puis que maman pleure, que maman est malheureuse. Alors, lui, il trouve pas de travail, il est dénoncé, il essaie de devenir pharmacien. La pharmacie l'a toujours beaucoup intéressé, c'est l'un des métiers qu'il aurait pu faire. Et à chaque fois, la police intervient pour dire... Crac, il faut pas que... Vous ne pouvez pas utiliser ce garçon trop dangereux, vous vous rendez compte, il manie des poisons, c'est un anarchiste, etc. Et à quel moment il va décider qu'il va agir, c'est-à-dire prendre le bien de ceux qui en ont trop pour le donner à ceux qui en ont pas assez? Eh bien, ça passe par plusieurs phases. D'abord, une colère gigantesque. Il s'achète même des Browning, une paire de pistolets, et il est prêt, dans une colère juvénile, à descendre le premier venu, n'importe qui. Bon, puis heureusement, les copains le calment, ils disent, écoute, à quoi ça sert? Tu vas tuer une personne, puis toi, tu vas te faire tuer, et tu seras bien avancé. C'est ridicule, c'est des histoires de gamins. Réfléchis un peu plus avant. Alors, la réflexion mûrit, et puis... il franchit le pas un jour où il y a eu la dernière perquisition chez sa mère et où sa mère est particulièrement bouleversée. Sa mère sanglote, elle ne sait plus à quel sein se vouer, etc. Alors là, tout d'un coup, ce jour-là, il devient Zorro, Arsène Lupin, Mandrin, enfin tout d'un coup, la colère gigantesque le prend et là, il fait son premier, non pas cambriolage, mais sa première reprise individuelle qui est un monument, un petit chef-d'œuvre, surtout quand on pense qu'il a fait ça à 18 ans. Racontez-nous. Alors, ils étaient tout gamins, ils ont voulu se déguiser en commissaire de police. Alors, ils ont loué des jolis costumes, et puis à cette époque-là, un commissaire de police, dans l'exercice de sa fonction, devait avoir un brassard bleu-blanc-rouge. Ils n'en avaient pas, alors maman a teint
des brassards de première communion qui se sont mis en travers. Lui, il pouvait pas faire... Il était un peu jeune quand même. Ah ben oui, il pouvait pas faire le commissaire parce que vraiment, il faisait trop gamin. Ils se sont mis des fausses moustaches, ils fabriquaient des faux papiers qui devaient pas être bien ressemblants, mais enfin, c'était comme ça. Et ils sont allés, alors là, à 3 copains, trouver un usurier qui était un gars qui était chargé de faire de donner des deuxièmes créances une fois que vous aviez... que toutes les choses n'allaient pas bien, que vous aviez mis au monde-piété les bijoux de famille. Qui profitait du malheur des autres. Voilà, c'était vraiment un sale bonhomme. Ah non, mais c'était un sale bonhomme. Il était renommé pour être un sale bonhomme. Vraiment, c'était quelqu'un qui jouait sur l'infortune des pauvres gens de ces quartiers, du quartier du Panier en particulier. Comment vont-ils s'y prendre? Alors, ils débarquent à 3. Alors, ils arrivent à 3. Monsieur, vous êtes soupçonné d'être le receleur d'une montre dont vous profitez après un quadruple assassinat. Alors l'autre dit, mais enfin, etc. Perquisition, bon, etc. Alors, le bonhomme se retrouve obligé, croyant vraiment avoir affaire à la police. Ça a marché, leur truc. C'était culotté, mais ça a marché. Fait que l'autre ne devait pas se sentir très tranquille, sûrement. Et ils lui font ouvrir ses coffres. Alors, l'un des 3 sort du coffre une montre Louis XV, bon, 6 fourchettes, et l'autre met ça dans un sac, et le 3e inscrit bien soigneusement sur un registre. Et puis ils font ça la moitié de la journée, et ils vident intégralement ce qu'il y a chez le bonhomme. Puis ils lui disent, vous voyez bien que vous êtes une fripouille, et le type se met à sangloter, mais je savais pas, monsieur le commissaire, je ne savais pas, j'avais fait. Et en fait, il n'y avait pas que la montre, le type était vraiment... Alors, la fin de la journée arrive, il faut venir des fiacres, 2 fiacres. Les complices de Jacob avec le butin montent dans le premier, et lui sort une paire de menottes de sa poche et menotte à son propre poignet le sale bonhomme, l'usurier, et l'emmène direction, eh bien, le palais de justice. Dans le palais de justice, Jacob se perd un petit peu, puis avise le bureau du procureur de la République. Procureur de la République, hop, il arrive avec son otage, le met dans l'antichambre, voit un banc, retient, ficelle le gars au banc, et puis il dit, ne bougez pas, hein, ne bougez pas, ça ne servira à rien d'essayer de vous évader de cet endroit-là. Puis, hop, il prend une petite porte dérobée, c'était les toilettes, et fiche le camp par la porte des toilettes. Et le pauvre gars, non, c'était pas un pauvre gars, puisque c'était quand même au fond une canaille, reste là, attend, des heures passent, puis la nuit tombe, puis un balayeur passe, et puis qu'est-ce que vous faites là? Mais j'attends le procureur de la République. Ouh, plus personne, monsieur. Alors, on avise un juge d'instruction qui dit quoi? Il y a un gars là, vous avez une menotte? Elle est au trou. Et le bonhomme s'est retrouvé au trou, et le lendemain, pendant que Jacob et ses complices avaient déjà franchi la frontière espagnole, ça fait la risée de toute la France. Là, pour le coup, c'est vraiment du Arsène Lupin. Alors, je vous propose justement un deuxième extrait de l'Arsène Lupin qu'on vous propose tous les matins, avec la transformation d'Arsène Lupin, puis on va voir s'il procédait de la même manière. Voilà, c'est pas mal. Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer, c'est réservé aux dames. Je suis Hercule Poirot, je travaille pour les assurances. Mais c'est un homme! Un homme! Un homme, sortez-le! Mais pas du tout! Non, je ne viole jamais! Alors, vous voilà enfin démasqué, Lupin. On vous a vu dérober les bijoux de famille de notre hôtesse. Vous êtes fait, Arsène. Soyez beau joueur. Mais il vous a appelé Arsène. Qu'avez-vous encore combiné, Lupin? J'ai besoin de ça. Oh, Bon, ça, c'est voilà, Arsène Lupin, c'est finalement assez proche et assez loin d'Alexandre Jacob. Oui. Est-ce qu'à l'époque, Alexandre Jacob modifiait son apparence ou ça n'était pas nécessaire? Si, malgré tout, le costume, vous savez, avait beaucoup plus d'importance à cette époque-là que maintenant. Les gens se reconnaissaient au costume, maintenant on est tous habillés pareil.
qu'on soit prince ou manant, mais le bourgeois avait un chapeau melon, le militaire c'était un costume très, très sophistiqué, les prêtres étaient habillés en prêtres alors qu'ils ne le sont plus, etc. Puis plus les petites différences dans les habillements, donc il était extrêmement important de pouvoir changer de costume. Et selon les identités, Jacob changera de costume énormément, il sera déguisé en lieutenant, quelquefois, d'autres fois en prêtre, enfin... Il va commettre combien de vols? 450. 450. C'est un 450, bon, surtout pour 3 ans, ça demande un sacré boulot. Oui, il faut une certaine organisation. Il faut pas chômer. Ouais. C'est énorme, oui. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il donne un sens à cela. C'est pas le vol pour le vol. Ah, jamais. Jamais. C'est un vol pour redonner aux autres. Pour l'expropriation. L'expropriation. Ça vous rappelle quelque chose, ça, monsieur Boziguet? Oui, oui. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de cette première partie? C'est juste. Ouais. Non, c'est très bien. Oui, je connais l'histoire. Vous étiez aussi... bon, vous êtes né après, hein, bien sûr. Non, c'est après que j'ai connu Arsène Lupin. Oui. Ouais. Il vous plaît, vous, le personnage d'Arsène Lupin? Très. Oui. Oui. Vous y retrouvez un petit peu, vous qui avez été un anarchiste, qui êtes un anarchiste. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans Arsène Lupin? Sa façon de faire, d'une manière absolument assez pratique, et puis en même temps, il n'a tué personne. Alors ça, c'est à mon avis le plus important. Bien sûr. Parce qu'on parle toujours des anarchistes assassins. Alors là, il a tué personne. Alors là, je tire mon chapeau, je trouve que c'est magnifique. D'accord. On va revenir alors. C'est ça. Bah oui. Vous avez le crédit, là, c'est bon. Oui. J'ai le bon point. Vous avez le bon point. Ce qu'on peut expliquer, c'est peut-être pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est qu'ensuite, il va s'organiser. Lui, il se dit, si je fais ça tout seul, même à raison de plusieurs cambriolages par semaine, je vais quand même pas changer la situation de la France. Je vais m'organiser, je vais organiser vraiment mieux ce cambriolage. Et alors là, ça devient extraordinaire. Voilà. Après ce que je viens de raconter, là, ce premier exploit, après ça, il y a une période d'une année à peu près où il fait du cambriolage, mais d'abord il ne sait pas s'y prendre, il se retrouve quelquefois devant des coffres qu'il ne sait pas ouvrir, et puis, enfin... Il n'a pas encore réfléchi. C'est du brouillon encore. C'est le brouillon de ce qui va devenir. On le met en prison. Là, il y a un épisode qui est magnifique. C'est qu'il se retrouve... il est pris, il est dénoncé par un complice, un salopard, enfin il y en a partout, et il se retrouve en prison, il se fait passer pour fou. Alors là, il y a un épisode absolument grandiose où il manifeste son génie, déjà de manière prématurée. Il est persécuté par les jésuites. Alors, il y a des hordes de jésuites qui le tracassent, ils hurlent, les jésuites veulent absolument les triper, lui arracher les yeux, etc. Sa mère participe à tout ça, naturellement. Sa mère attend vers derrière, et on finit par le mettre chez les fous, et on le met dans une cellule capitonnée, parce qu'il est tellement fou qu'il ne supporte plus personne, mais il y a un trou en haut, et il y a l'un des infirmiers qui deviendra par la suite son complice, Fabre, qui est un personnage tout à fait romanesque, délicieux, et avec maman, ils font évader le fiston. Maman attend dans une calèche à l'extérieur des hauts murs de l'asile du Mont-Péril, et fouette cocher, hop, il s'en va. Et c'est là que commence vraiment la vraie carrière d'Alexandre Jacob, de l'Arsène Lupin vrai, là. Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, il commence à réfléchir sur le fait du coffre-fort. Les gens n'ont pas de compte en banque, très peu à l'époque. Ils ont leur fortune chez eux dans des coffres. Donc le problème, c'est de pouvoir ouvrir ces coffres. Comment faire pour avoir des coffres? Eh bien, avec ses premiers gains, il prend en gérance une boutique de quincaillier. Je ne cesse pas de m'émerveiller devant cette idée simple, mais enfin c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, il fallait y penser. Et une fois que vous avez une quincaillerie, vous avez le droit de faire venir des coffres. Il fait venir tous les modèles de tous les coffres possibles.
Et puis après ça, il regarde comment ça se fait, ça souffle, tchac, 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 et il fait fabriquer des petits outils qui, d'après les experts, sont des merveilles du genre. Il va jusqu'à faire venir des États-Unis et d'Angleterre. Hein. C'est une véritable trousse chirurgicale qu'il met au point. Et hop, il apprend avec à Fabre, là, celui qui l'a aidé à s'évader, et peu à peu, il y a une espèce d'école, Jacob, qui naît. Bon, ils deviennent vraiment les rois du coffre-fort. Ça c'était le premier point. Deuxièmement, qui est-ce qu'on va cambrioler? Alors, il ne faut pas tuer. On va s'en prendre à la fortune des gens trop fortunés, de façon, au fond, il en a rêvé, à rééquilibrer la société et qu'il y ait des gens qui sont trop riches, qui deviennent moins riches, et que les gens trop pauvres deviennent plus pauvres. Et peut-être d'arriver à une sorte d'égalité sociale par le vol. Moi, je pense qu'il a dû y rêver vraiment. Bon. Et puis, après ça, il s'est aperçu que vraiment les gens riches étaient vraiment beaucoup trop riches et que c'était de l'utopie. Il valait mieux tout prendre à partir de ce moment-là. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout pris. C'est lui qui a tout pris. Et alors, bon, du coup, détecter les gens qui ont de l'argent, eh bien, vous procurez un volume qui s'appelle tout bêtement le Bottin mondain, et vous avez la liste de tous les châteaux de France et de Navarre, bien répertoriés, avec les adresses précises, le nombre de fenêtres, etc. Tout est marqué. Bon. Troisièmement, comment est-ce que vous allez faire pour vous assurer qu'il n'y a personne dedans? Parce que s'il y a quelqu'un, vous risquez évidemment qu'il y a un domestique ou les propriétaires qui aient des armes à feu, et ça va être une bataille rangée, ça va être horrible. Alors il envoie une première équipe préliminaire, qui va regarder. Bon, on voit bien s'il y a du monde, on n'insiste pas, on s'en va. Si c'est fermé, on prend encore une précaution supplémentaire, on met un scellé, c'est-à-dire un cheveu, tout le monde sait ça maintenant, enfin à l'époque c'était tout nouveau, on met quelque chose en travers de la serrure, un cheveu par exemple, et on repasse 2-3 jours plus tard, ou 8 jours. Si au bout de 8 jours c'est toujours en place, c'est que pendant 8 jours personne n'est venu. Ça vous démontre pas que personne ne viendra jamais, mais enfin c'est quand même une précaution très utile, puisque en 4 ans d'activité, il n'est jamais tombé pratiquement sur une maison occupée où un domestique ou un propriétaire revienne l'interrompre au moment du cambriolage. Donc ça, c'est la deuxième ou troisième de ces réflexions. Et la quatrième, qui est également géniale, c'est de faire ce qu'il a appelé de la décentralisation. J'ai fait de la décentralisation, dira-t-il au président de la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il ne cambriole que très peu à Paris. Il fait ça en province, mais en s'aidant de l'indicateur des chemins de fer Schex, qui est une bible extraordinaire, parce que ça vous permet, lorsque vous êtes cambrioleur, d'être le jeudi à Rouen, et dans la nuit du vendredi, vous êtes à Rodez, et personne n'y comprend rien, parce que les gendarmes, ni personne n'y a pensé, simplement. Et donc, il va de ville de province en ville de province, après avoir fait vérifier les châteaux des gens, et là, il cambriole. Voilà, c'est une sorte d'industrie de toile d'araignée qu'il tisse à travers la France, et qui devient alors, à partir du moment où le mouvement est lancé, il y a des périodes où on peut penser qu'il a eu 3 ou 4 équipes qui marchaient ensemble. Vous appelez ça d'ailleurs dans votre livre les travailleurs de la nuit. C'est lui qui a appelé ça les travailleurs de la nuit. Les travailleurs de la nuit, parce qu'il travaillait vraiment beaucoup. Enfin, lui, il travaillait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce qu'il y a des moments, ça faisait des masses considérables quand même d'argent. Eh bien, c'était divisé en 2 parties. Un tiers pour les frais de subsistance, de voyage, de transport, d'habillement, en fait, etc., pour soi. Et le reste, c'était redistribué à la cause. Alors, redistribué comment? Eh bien, ça allait sous forme de ce qu'on pourrait appeler de bonnes œuvres. Il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque, il n'y avait pas de comité d'entraide, et Jacob distribuait des fortunes considérables aux veuves d'ouvriers morts dans des accidents du travail, à des familles nécessiteuses, Enfin, il y avait toute une série de choses par l'intermédiaire de militants qu'il connaissait. Et puis, deuxièmement, alors, très important, c'est qu'il donnait beaucoup d'argent
pour la propagande, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journaux journaux anards, qui subsistaient grâce à l'argent qu'il leur donnait. Je crois même qu'on peut dire que le monde libertaire, à ses tout débuts, hein, c'était pas le même que maintenant, a bénéficié d'un terrain rue d'Orcel qui a été acheté par lui. J'ai retrouvé une petite lettre, un petit bout de lettre à sa maman que je trouve trop mignon. Sa maman lui écrit, je sais pas, quelque chose de saugrenu pendant qu'il est au bagne, et il lui dit: mais non maman, ton fils n'a jamais cambriolé les bureaux de la rédaction de La Guerre sociale. La Guerre sociale était un journal anarchiste. Au contraire, c'est moi qui plus d'une fois leur ai donné le produit des opérations de reprise individuelle. Voilà, c'était... Alors, on va revenir là-dessus, parce qu'en fait, lui, cette pureté d'intention, en quelque sorte, il va devoir s'associer. Parfois, il s'associe avec des gens qui auront un autre rapport avec la non-violence, hein, vous parliez de cela tout à l'heure, un autre rapport aussi avec la loyauté. Il sera dénoncé un certain nombre de fois. Il y a beaucoup de traîtres autour d'Alexandre Jacob. Mais vous êtes l'auteur d'un autre ouvrage qui s'appelle « La belle époque de la bande à Bonneau ». Alors, pour le téléspectateur, bon, Arsène Lupin, la bande à Bonneau, comme ça a été retraduit dans un certain nombre de films, ça a l'air simple, ça a l'air facile, ça a l'air presque léger. Et en réalité, c'est beaucoup plus lourd, ce sont des événements forts. Je vous propose un petit extrait, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas Alex, un beau film consacré à la bande à Bonneau. Tout à fait, et Raymond Lascience, c'était Jacques Brel, et ça a été tourné en 68-69, donc à un autre moment d'ébullition. Et là, on a la chance d'avoir retrouvé dans nos archives quelques extraits du tournage et la réaction de Jacques Brel, dont certains pensent qu'il avait des affinités anarchistes. Il va s'en expliquer. Voilà, décalez, décalez un peu, voilà. Ouais. Allez-y, partez. Oh, la reine des billes, hein. Tes mots, tu dis n'importe quoi. Justement, plus de mots, plus de paroles. La société de demain, tu la rêves tellement belle, tu la respectes trop aujourd'hui. Mais ce n'est pas la société que je respecte, Raymond, c'est l'homme. Nous sommes quelqu'un d'un peu pareil, c'est des ferrés, je t'attue. Ah. Nous sommes quelques-uns ici, tu vas voir. Je ne veux plus voir vivre les hommes à genoux, nulle part, et jamais. C'est surtout une histoire d'hommes, ils auraient pu être autre chose qu'anarchistes, enfin. C'est une histoire de gars. C'est ça qui m'a bien plu. Et puis... L'amitié? Oui, oh, la tendresse, enfin, il y a une grande tendresse pour moi, il y a une grande tendresse entre ces types. Ils ont été amenés à tuer, comme d'autres sont amenés à faire des cercles d'anciens du 17e bataillon de je ne sais pas quoi, enfin. Ça s'est fait comme ça, parce que ça s'est fait comme ça. Et puis j'aime pas la violence, enfin. Ça ne... Surtout dans ce cas-là, d'un côté dérisoire. Enfin. Tuer un flic, qu'est-ce que c'est tuer un flic? Oui, c'est rien, ça ne sert pas. Il y a un côté, un manque d'efficacité chez eux qui était un peu effrayant. Mais qu'est-ce qui vous dit dans ces répliques, quand même? C'est qu'ils étaient, me semble-t-il, parfaitement honnêtes. Ils y ont été de toute leur force. Il y a un côté croisade eucharistique, boy scout, toutes ces choses-là qui sont toujours un peu ridicules, mais il faut quand même le faire. Bon, on vous sent réagir, Bernard Thomas, parce que... Il est charmant, ouais. Il veut tellement que tout le monde soit bon, gentil et tout. Ah non, c'est pas ça. En fait, là, il ressemble à Alexandre Jacob, mais au fond, c'est l'anti-Alexandre Jacob. Oui, parce qu'il joue Raymond Lascience. Ouais. Alors, Raymond Lascience était en effet un jeune illuminé, mais enfin un criminel quand même. Et quant à Bonneau, Bonneau lui-même était une fripouille. Il avait été anarchiste dans sa jeunesse, mais il ne l'était plus. C'était un criminel. Donc quand on fait des comparaisons, Arsène Lupin, la bande à Bonneau, on est dans le faux, là. Ah, complètement, ouais. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on voit bien, la méthode de la bande à Bonneau, c'est on commence par prendre un revolver, on tue le petit caissier, et puis ensuite on essaie de lui arracher sa sacoche, le petit cabier, il s'appelle Cabi. Le premier qu'ils ont attaqué, et puis après ça vous arrivez dans une banque de la Société Générale, vous mitraillez à tout va, et puis vous prenez les sous après. Franchement, et quand Brel dit ils sont honnêtes parce que leur intention était claire, ça, oui, bon, c'est gentil, mais enfin non. Alors, monsieur Boziguer, vous, la bande à Bonneau, parce que Bonneau a passé à Genève, hein, il a notamment résidé à la Jonction, vous vous souvenez de ça, vous?
Non. La bande à Bono, non. Quand on vous dit la bande à Bono... Je suis trop jeune. Oui, mais vous en avez quand même entendu parler. 86 ans, j'ai entendu parler, c'est tout. Et il paraît qu'un certain nombre d'anarchistes qui se trouvaient à Genève avaient tout de même rejoint les rangs de la bande à Bono, de près ou de loin. Moi, je fais partie du mouvement anarchiste depuis 1932. Avant, j'ai connu le mouvement anarchiste quand j'étais gosse, j'avais 13 ans. Je suis allé à la première manifestation à Moutier où il y avait... Cette manifestation représentait la manifestation contre la condamnation à mort des deux anarchistes qui étaient en Amérique, réfugiés en Amérique. Sacco et Vanzetti. Alors, juste, monsieur Beuziger, on a vu là, on a commencé à apprendre la vie d'Alexandre Jacob, on va la poursuivre tout à l'heure et demain, mais on se rend compte, lui, son parcours, hein, c'est... il découvre l'injustice du monde et puis lui, sa façon de réagir, c'est en se proposant de redistribuer les biens. Vous, vous avez été anarchiste, vous êtes toujours anarchiste, vous êtes toujours anarchiste. Qu'est-ce qui vous a déterminé? À quel moment vous êtes-vous engagé? Je crois que vous avez fait allusion tout à l'heure à 1932, je suppose que c'est le 9 novembre 32. C'est le 9 novembre 32. Expliquez à notre invité ce qu'est le 9 novembre 32. Alors, 9 novembre 32, ici à Genève, il y avait une manifestation qui a été convoquée par Georges Oltramar, qui était un fasciste, le frère à Georges Oltramar. Non, c'est pas le frère à Georges Oltramar. Mais Georges Oltramar était responsable des 13 morts et 200 blessés qu'il y a eu à Genève le 9 novembre 32. Parce qu'il faut expliquer à Bernard Thomas. Moi, j'étais à cette manifestation. Le Melchior Alemann, qui était un de mes amis déjà de Moutier, je l'ai retrouvé là, qui venait d'avoir donné un concert symphonique à Annemasse, et on commence à discuter, il commence à tirer. C'est l'armée qui tirait. L'armée qui tirait. Et alors, il a pris une balle et il est resté dans mes bras jusqu'à ce que la police est venue le ramasser. André Beuziger, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu la tentation d'Alexandre Jacob, vous dire « j'entre dans cette forme d'illégalité, au fond, j'entre dans le schéma du cambrioleur qui redistribue ou non ?» Non, je ne suis pas rentré dans ce domaine-là. J'étais déjà syndicaliste. Et sur le plan syndicaliste, il y avait un homme qui s'appelait Tronchet, Lucien Tronchet. Et Tronchet, c'était lui, notre chef syndicaliste qui était anarchiste et qui travaillait avec Bertoni, qui lui était anarchiste aussi, et qui publiait et qui a publié pendant 50 ans le Réveil anarchiste. Et alors, c'est dans ce milieu-là que j'ai évolué. Mais quand vous entendez l'histoire d'Alexandre Jacob qu'on est en train de se raconter, qu'on se racontera encore demain, hein, comment vous réagissez? Vous vous dites, bon, c'est un personnage complètement à part, j'aurais pu le rencontrer, j'aurais pu être fasciné par cette personne? Je pense que à l'époque, comme à notre époque, il y a eu des époques encore intermédiaires. Bien sûr. Il y a eu la guerre entre deux. Hein? Et alors, tout a évolué. Et ça a évolué de telle manière qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'en 1900, ou avant 1900, de 1800 à 1900, les anarchistes étaient interdits dans le monde. Interdits dans le monde. On les arrêtait, on les fusillait, on les mettait dans les camps de concentration. Et ensuite, alors, on a donné une certaine indépendance, une certaine liberté quand même de pouvoir faire des manifestations, faire toutes sortes d'activités. Et alors, ça a permis au mouvement de se poursuivre d'une manière sympathique, surtout dans les syndicats. Ouais. Vous avez dit une chose importante, parce que dans le livre que vous consacrez à Alexandre Jacob, on se rend compte que lorsqu'il va agir, il n'y a pas encore les syndicats. Tandis que vous, quand vous voulez vous engager, vous avez une possibilité. Hein, vous êtes d'accord? Ah, mais absolument. Absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est que à cette époque-là, en 1900, vous avez d'une part
l'immense majorité des militants proches du socialisme, enfin des gens qui sont proches d'une lutte sociale, en tout cas qui entrent dans le mouvement syndicaliste, et qui sont des anarchistes. Et vous avez une minorité qui est illégaliste, qui sont les gens comme Jacob, qui choisissent une voie parallèle. Mais la grande majorité, à l'époque des cambriolages de Jacob, la grande majorité des anarchistes sont en train de créer les syndicaux, sous forme de bourse du travail, comme Pelloutier, sous forme, etc. Enfin, on ne va pas faire un cours entier, si vous voulez, mais la base, l'origine des syndicalismes, on peut dire en Europe occidentale, grossièrement, c'est les anarchistes. Alors ensuite, vous avez un événement qui se produit, évidemment, qui est 1917, qui est le triomphe du bolchevisme en Russie, l'explosion complète, et par exemple le congrès de Tours qui fait exploser le mouvement anarchiste qui se trouve réduit à la portion congrue, à rien du tout, et tout ça, c'est le Parti communiste et le Parti socialiste dans son ensemble qui vont en bénéficier. Mais là, au moment monsieur a tout à fait raison de dire qu'à cette époque-là, on est dans les balbutiements. Vous n'avez pas encore... Mais à l'époque de Jacob, il n'y a pas de grande idéologie dominante. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça revient d'une certaine manière à notre époque de maintenant. Il n'y a pas de rêve maoïste, trotskiste, cubain, je ne sais pas quoi dire. Enfin, vous voyez, il y a la justice. Voilà, on ne se dit pas on va suivre tel modèle maoïste par exemple pour arriver au bonheur des peuples. Non, il y a rien. Il y a Marx, personne n'en a entendu parler encore ou très peu. La grande brouille entre Bakounine et Marx, c'est en 1871. C'est vraiment confidentiel tout ça. Donc on est dans les bredouillements. La plupart font un travail de l'intérieur et d'autres de l'intérieur, je veux dire à l'intérieur des usines, des grandes entreprises, et d'autres disent non, ça ne sert à rien parce que le syndicalisme ne mènera à rien, ou bien ça va apprendre aux ouvriers à tolérer les coups et les injustices, ou bien c'est un travail de traître. Donc il ne faut pas se mêler de ça. Voilà l'opinion des illégalistes qui sont des radicaux, si vous voulez. Je vous propose, on va se retrouver demain parce que le temps passe vite à parler de tout ça. Mais je vous encourage vraiment à suivre demain parce qu'entre-temps, nous ne sommes pas allés au bout de l'histoire naturellement. Entre-temps, Alexandre Jacob va être arrêté, il va être jugé. Il ira au bagne, il va y rester un certain nombre d'années. Et c'est tout un autre parcours de sa vie, un autre pan de sa vie qui est extraordinairement intéressant. Monsieur Beuziguer, merci d'être avec nous, hein, de vibrer toujours avec autant de force. C'est vrai qu'il est extraordinaire, monsieur Beuziguer. Hein. Il n'a pas changé. Vous n'avez pas changé, c'est incroyable. Pas du tout. Sur mes idées, pas du tout. Et vous en parlez encore? Vous avez encore des amis anarchistes? Mais écoutez, j'étais au congrès dernièrement de la Ligue Pensée à Bruxelles. Et vous avez pris la parole? Bien sûr. Oh, sûrement. Merci, monsieur Beuziguer. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage qui s'intitule Souvenir d'un rebelle. Voilà. C'est toute une époque extrêmement intéressante à suivre. Et je crois que c'était bien cette rencontre, tout à fait, parce qu'on est dans la même histoire un peu. Et puis on vous retrouve demain pour les vies d'Alexandre Jacob. Merci, Alex. Je crois que c'est une bonne entrée en matière. Je crois qu'on a encore de quoi s'étonner dans ce parcours-là. Merci à vous.
les requins aux aguets. La Réclusionnaire, ce sont 3 îles groupées en pleine mer. La Royale, où siégeait l'administration pénitentiaire et une petite partie du bagne, l'île Saint-Joseph, le domaine de la réclusion, et l'île du Diable, réservée aux politiques, rendue célèbre par le capitaine Dreyfus, qui y passa 4 ans de sa vie. Ça, c'est le cadre de l'action, c'est le bagne dont nous allons parler au cours de cette émission avec Bernard Thomas qui est à côté de moi. Avec M. Beuziguer, il n'est pas allé au bagne, lui, mais il connaît bien le mouvement anarchiste. Et puis tout à l'heure, Monsef Genoux et le trio Monsef Genoux sera avec nous, de quoi donner aussi une certaine coloration à tout ce que l'on va vivre. Mais rappel, avec Alex Descotes, rappel de la première partie du parcours de vie de ce personnage extraordinaire qui est Alexandre Jacob. Oui, à la fin du siècle dernier, Alexandre Jacob est un gamin de Marseille qui se fait mousse à 12 ans par amour de la mer. De retour à terre après quelques tours du monde et autant d'aventures, le jeune homme ne supportera pas les injustices quotidiennes. Il se fera anarchiste cambrioleur, histoire de redistribuer aux exclus, aux victimes, aux pauvres et aussi aux copains, le fruit de ses incursions nocturnes dans le monde des riches. Il passera maître en ouverture de coffre-fort, un choix personnel qui le mènera devant le tribunal d'assises en 1905, puis au bagne dont nous venons de parler. Il a alors 26 ans, il lui reste un demi-siècle à vivre, mais quel demi-siècle ? Voilà, retour sur ce plateau. Si l'on en parle naturellement, c'est parce que Bernard Thomas a publié un ouvrage qui s'intitule « Les vies d'Alexandre Jacob ». Alors juste un mot sur le tribunal qui va le conduire à passer autant d'années au bagne. C'est un tribunal qui le condamne dans quelles circonstances ? Il a tout risqué, il a tout fait pour être condamné à mort, on peut dire. Il les insultait à mesure. Tous les jours, il trouvait quelque chose d'encore plus beau à leur raconter. Vous avez un exemple de ce qu'il pouvait leur dire ? Eh bien... accusé, levez-vous, mais vous êtes bien assis, vous, disait-il au procureur. Ou bien alors, accusé, vous avez les mains rouges de sang, moins que ne sont les vôtres. Naturellement. Et puis, à mesure que les témoins sont passés, par exemple, un bedeau venait se plaindre de ce il est barboté quelques lingots dans le coffre-fort de la sacristie. Il dit, oh oui, mais écoutez, restez calme. Moi, je n'ai pas parlé des gravures licencieuses qu'il y avait également. Alors, est-ce qu'il sera condamné parce qu'il est l'auteur d'un certain nombre de vols ? On rappelle, finalement, au bout du compte, 150 au moins. 150 reconnus, en fait, voilà. 450 à mon avis. Mais sur son dossier figurera, et ça va peser très très lourd dans sa carrière, meurtre. Meurtre. Alors, il n'a pas commis de meurtre. Il faut être un peu précis là-dessus. Il ne tuait jamais, et au contraire, il défendait toujours les civils, pour ainsi dire, les gens. Mais il y avait quand même les ennemis, et là c'était la guerre, c'était les agents de police. Alors quand il se retrouvait en face d'eux dans une mission en service commandé, pour ainsi dire, c'était le premier qui tirait qui avait raison. Alors il a eu quand même des démêlés deux fois, une fois en Alsace et une autre fois au moment où il a été pris. Une fois c'était l'agent Couillot. Alors ça, c'est le pauvre agent Couillot a survécu
convaincu, tant mieux. Et l'autre fois, il y a quand même eu, à la petite gare où il s'est fait prendre, quand même, il y a eu un échange de coups de feu aussi. Enfin, il n'a pas tué. D'accord. Il n'a pas tué. Finalement, à quelle peine sera-t-il condamné? Bagne à perpétuité. Mais avec un tampon A qui était celui des vrais incorrigibles, de celui que inamendable, forçat inamendable, à n'élargir sous aucun prétexte. Et c'était renforcé de la catégorie B à cause du meurtre, quelqu'un qui a tué. Donc il était en somme condamné au bagne dans le bagne, d'emblée. Il n'avait aucune chance de pouvoir être élargi, aucune chance de pouvoir avoir une amélioration, de passer à la catégorie A qui était à la première classe, oui, qui était un peu comme la première classe à l'armée, quoi. Alors quand il va apprendre le verdict, comment va-t-il réagir? Il est enchanté, il écrit à sa maman qui est dans une autre cellule, il lui écrit « J'ai hâte d'être rendu pour renifler toutes ces senteurs tropicales, pour manger des cocos, des mangues, des bananes et du lard salé, pour voir le bagne enfin avec ses grandeurs, ses bassesses, ses lâchetés. Je suis persuadé que je vais retrouver là-bas plein de copains. C'est encore heureux de trouver des amitiés au bagne. Combien d'hommes ne peuvent en trouver nulle part ?» Là, il va être servi d'ailleurs. Le ton est donné de cette espèce d'insolence faramineuse, de distance par rapport aux événements, de philosophie qui va être la sienne, de rien demander à personne et vivre les événements. Je suis au trou, je peux pas descendre plus bas. On me donne pas à manger, je vais mourir. Une fois que je serai mort, il y aura plus rien. Ouais. Et en fait, vous le dites dans votre livre, ça sera une lente agonie dans l'abjection, la décomposition, la pourriture du corps et de l'âme. Alex, emmenez-nous avec quelques archives. Avec des archives qui, à nos yeux aujourd'hui, sentent le passé, mais qui sont tout de même été un reportage qui a été tourné pratiquement 50 ans après l'arrivée d'Alexandre Jacob au bagne. Ça se passe dans les années 60 et c'était Georges Hardy qui s'était rendu sur place pour la télévision suisse. C'est un petit bateau, une mer comme les autres, encore qu'elle brasse beaucoup. Il se trouve que ce bateau est le dernier d'une ligne maritime autrefois florissante, que cette mer est infestée de requins, que ces îlots devant vous, déserts aujourd'hui ou presque, abritaient jusqu'à la fin de la guerre le bagne le plus sinistre qui soit. Nous sommes en Guyane et ces îlots font face à Cayenne. Voici ce qui reste du bagne français le plus tristement célèbre. Il y a 3 îlots à 14 km au large de Cayenne. Nous sommes ici sur l'île Royale, dont l'église s'effondre. Elle emportera avec elle les fresques naïves peintes autrefois par les